Bon, très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast dans lequel on ne va pas parler de ce qui a marché dans mon business et des stratégies que je vous recommande de mettre en place parce que on a fait suffisamment d'épisodes sur le sujet et il y a suffisamment d'épisodes sur Internet qui traitent de ces thématiques. Aujourd'hui, je voulais faire un truc un peu différent puisque je vais revenir au contraire sur ce qui n'a pas marché dans mon business. Et le but de cet épisode, c'est de voir non seulement les stratégies qui n'ont pas marché pour moi, on va voir quelles sont ces stratégies, pourquoi, selon moi en tout cas, ça n'a pas marché, et peut-être que finalement, ça va vous rassurer, parce que vous allez voir qu'il y a des stratégies qui sont très répandues là-dedans, qui n'ont pas marché pour moi, et peut-être que ça n'a pas non plus marché pour vous, et vous vous dites peut-être que vous êtes bizarre, parce que tout le monde a dit que c'était la nouvelle stratégie qui allait fonctionner, qui allait cartonner, alors pourquoi pour vous ça ne marche pas ? Alors qu'en vrai, il y a plein de personnes pour qui ça ne marche pas. Et en fait, je voulais remettre un petit peu du contexte. Je voulais remettre du contexte dans cet épisode de podcast sur la fameuse stratégie parfaite. En fait, j'ai un très gros problème avec Internet, notamment avec les formateurs en ligne. Mon gros problème avec les formateurs, c'est que chacun essaye de prêcher pour sa paroisse. Ce qui est ok, c'est totalement ok de parler de ce qu'on fait, d'expliquer notre méthode, mais j'ai un problème avec les gens qui vous font croire que leur méthode, c'est la seule méthode viable pour réussir. On peut dire que c'est une des méthodes pour réussir, on peut dire que c'est une bonne méthode pour réussir, mais je ne crois pas qu'il existe une seule façon de réussir. Je ne crois pas que la publicité soit la seule façon de réussir sur Internet. Je ne crois pas que le high ticket soit la seule façon de réussir sur Internet. Je ne crois pas que les petits produits soient la seule façon de réussir sur Internet. Je suis convaincu, quand même après 7 ans, après avoir essayé tout un tas de choses, qu'il existe plein de façons de développer son business, que toutes ces méthodes sont bonnes, sont viables, et ces méthodes, elles vont dépendre de qui vous êtes, de ce que vous voulez faire, de votre thématique, des contraintes que vous êtes prêt à accepter, parce que vous allez voir qu'il y a des stratégies que j'ai mis en place qui fonctionnent très bien, mais que j'ai arrêtées non pas parce qu'elles ne marchaient pas, mais parce que les contraintes qui étaient liées à ces stratégies ne me plaisaient plus. Et donc, il faut vraiment comprendre et sortir un petit peu de cette croyance selon laquelle, ok, il existe une seule façon de faire, et si je ne suis pas dans ce cadre-là, je ne suis pas finalement dans cette voie, en fait, je ne pourrais pas réussir. Donc, la première stratégie que j'ai essayée plusieurs fois au fil des années, et qui n'a rien donné, qui n'a pas marché, ou en tout cas pas aussi bien que je l'espérais, ou qu'on me le vendait, c'est la publicité. La publicité, pourquoi c'est une bonne méthode ? Parce que la publicité, c'est un accélérateur incroyable. Vous pouvez, si vous avez de l'argent, mettre 10, 20, 30, 50 euros, 100 euros par jour dans une machine qui va vous donner les mêmes résultats en termes de croissance, de notoriété, en termes de reach, de leads, de vente, que de créer X dizaines ou centaines de contenus par mois. Si en organique, vous touchez, 1 million de personnes sur Instagram par mois, eh bien, vous pouvez faire la même chose en dépensant de l'argent. Et en fait, c'est un levier qui est un levier de croissance incroyable et on me l'a recommandé de nombreuses fois au fil des années, surtout quand on a déjà une base d'organique. C'est vrai que quand on a une base d'audience organique, c'est beaucoup plus simple de faire de la pub. Et mon histoire avec la pub, elle est c'est un peu un amour impossible. C'est un amour impossible parce que j'ai essayé de nombreuses fois. C'est pas une stratégie où je me suis dit, ok, je vais tester vite fait et puis je vais abandonner. Non, j'ai essayé la première fois en 2018, après avoir suivi des cours, donc des formations en ligne. J'ai tout bien fait comme il fallait. Et j'ai eu de très bons résultats. Sur l'espace de quelques semaines, on avait 4 de ROS, ou 3,60, 3,50. Donc ce qui veut dire que je mettais 1 000 euros par semaine, je récupérais 3 500 euros par semaine, donc ce qui était quand même de très bons résultats. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que ça devenait de plus en plus compliqué pour moi de tout gérer. La fatigue des publicités commençait à augmenter, donc il fallait que moi je renouvelle les publicités, il fallait que je suive, etc. Et c'était il y a 3 ou 4 ans, même plus que ça devait être il y a 4-5 ans. C'était en 2018, donc oui, ça remonte quand même un peu. Non, 2019 sans doute. Donc ça remonte quand même pas mal. Et en fait, j'étais à un stade de business qui était totalement différent, j'avais beaucoup moins de personnes dans mon équipe, et je pouvais pas tout gérer tout seul, donc je me suis dit, ok, c'est bien, ça a fonctionné pendant un certain temps, mets de côté, fais du contenu et on verra plus tard. Et je me suis dit, début 2021, que j'allais reprendre la pub, mais cette fois-ci pas tout seul. Parce que mon business est développé, j'ai mûri, et je me suis entouré de personnes, j'ai commencé à construire une équipe, et j'ai vu à quel point s'entourer de personnes compétentes, ça permettait d'aller beaucoup plus vite. Donc j'ai décidé de travailler avec une agence. Les résultats étaient très moyens, parce qu'on dépensait de l'argent, les coûts par leads étaient extrêmement élevés, on n'était pas du tout rentable sur les pubs, donc ça a duré comme ça quelques semaines et j'ai décidé de couper.
Je me suis dit, bon, peut-être que mes tunnels de vente sont pas bons, peut-être que mon produit est pas bon, peut-être que il y a un truc qui déconnait, mais j'arrivais pas trop à comprendre, à cerner ce qui posait problème. Et j'ai laissé passer quand même beaucoup de temps entre cette deuxième tentative et la troisième, qui était quelques mois, années plus tard. Ça devait être en 2022, peut-être un an et demi après. J'ai laissé passer beaucoup de temps parce que fallait que je réfléchisse un petit peu à la stratégie que je voulais mettre en place avec la pub. J'ai discuté avec des amis à moi qui faisaient beaucoup de pub. Et en fait, il faut comprendre un principe simple. C'est que quand vous faites appel à une personne qui va gérer votre publicité, et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui passent d'agence ads, donc publicité, media buying, à agence marketing, c'est qu'en fait, la pub, c'est ni plus ni moins qu'avoir plus de trafic. C'est la seule chose. C'est-à-dire que vous mettez de l'argent, vous avez du trafic. Maintenant, si derrière, le produit n'est pas bon, le produit ne convertit pas, votre tunnel de vente ne convertit pas, et qu'en fait l'offre n'est pas bonne, vous pouvez avoir le meilleur média buyer du monde, il va envoyer du bon trafic, mais ça va pas se vendre parce que votre offre ne convertit pas. Et donc je me suis laissé comme ça un an et demi pour me dire, ok, je vais essayer de reposer les bases, je vais créer une bonne offre qui se vend en tunnel de vente, qui fonctionne bien, où je sais que la stratégie d'emailing est efficace, je sais que le produit est bon, et comme ça, une fois que ça tourne bien, j'irai mettre du budget pour faire entrer plus de personnes dans la machine. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu à peu près un an et demi. J'ai amélioré un petit peu tout ça, tout le process, et j'ai fait appel à une nouvelle agence. On a travaillé ensemble pendant des mois, ça s'est très bien passé, une très bonne agence. Et on a décidé au bout de quelques mois de faire le bilan. Et on a là aussi décidé d'arrêter de travailler ensemble. La raison, elle est toute simple, c'est qu'en fait, on n'était toujours pas rentable sur les pubs. Mon bilan de tout ça, mon analyse de tous ces éléments, c'est quoi ? C'est qu'en fait, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, dans le milieu de la formation en ligne, si vous faites de la publicité sur une audience qui est totalement froide, après c'est que mon avis, peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est ce que je retire pour avoir dépensé quand même des dizaines de milliers d'euros, avoir discuté aussi avec beaucoup de média buyers avec qui j'ai travaillé. En fait, moi, mon avis, c'est quoi ? C'est que si aujourd'hui vous faites de la formation en ligne, vous êtes dans le money making, donc faire de l'argent sur Internet, en fait, vous allez rencontrer un très gros problème qui va être votre coût par lead. C'est-à-dire que l'argent que vous allez dépenser pour récupérer un email va être extrêmement élevé. Nous, on arrivait à des coûts par lead sur des produits faciles à 10, 11 euros, je crois, en été en coût par lead. Donc, ce qui est extrêmement élevé. Ce qui veut dire qu'en fait, derrière, il faut avoir un tunnel de vente qui est extrêmement solide ou vendre un produit extrêmement cher pour pouvoir être rentable sur vos publicités. Et en fait, le problème, c'est quoi ? C'est que moi, j'ai pas envie, derrière ce tunnel de vente, de mettre un produit à étiquette avec des closers, un produit à 2, 3, 4 000 euros qui me permettrait d'être rentable sur les pubs, mais qui impacterait d'une autre façon mon business et mon lifestyle. Et si vous souhaitez baisser du coup vos coûts par lead, donc ou vous augmentez le produit et dans ce cas-là vous êtes rentable, ou vous décidez de baisser votre coût par lead et d'acquérir des gens plus facilement, mais dans ce cas-là, il faut faire des pubs qui sont beaucoup plus touchy. C'est-à-dire qu'il faut faire des pubs où on dit aux gens je vous apprends à gagner votre vie sur Internet pour parcourir le monde, devenir libre, et puis vous allez kiffer, quitter votre CDI, votre machin, votre truc, et faire un peu des fausses promesses et mettre des paillettes dans les yeux de vos clients. Et moi, c'est un truc que je ne ferai jamais. On en reparlera d'ailleurs, c'est un point juste après. Donc, mes publicités, elles étaient honnêtes. Je disais aux gens, ok, je vais pas t'apprendre à devenir riche en 30 jours, ni en 3 heures. C'est des vraies compétences, ça prend du temps. Par contre, si tu es prêt à fournir ces efforts, évidemment que tu pourras réussir sur le long terme. Et ça, c'est beaucoup moins vendeur. Vous récupérez beaucoup moins de leads, même si les leads sont beaucoup plus qualifiés. Donc, il y a sans doute plein d'autres raisons qui ont expliqué ça. Et je pense aujourd'hui, par contre, que si je devais me mettre à refaire de la publicité, je pense que je ne ferais plus de publicité sur du trafic froid. Parce que justement, il faut chercher à convertir des personnes sur des produits à quasiment 1000 euros. Donc ça demande quand même beaucoup d'efforts marketing. Le coût par lead est extrêmement élevé parce que les gens ne vous connaissent pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes avec toutes les arnaques qu'il y a eu sur Internet. Donc je pense qu'aujourd'hui, si je devais me remettre à faire de la pub, j'allouerais sans doute une très grosse partie de mon budget à du trafic tiède, donc des gens qui me connaissent déjà, qui m'ont déjà vu, qui ont déjà consommé des contenus, et sans doute avec des produits qui sont plus accessibles pour que ce soit beaucoup plus facile pour moi derrière de convertir. Donc c'est un peu le bilan.
Ça veut pas dire que, voilà, encore une fois, la pub, ça marche pas, parce que la pub, ça marche pour plein d'autres personnes. Moi, j'ai juste essayé, quand même pas mal de fois, 3-4 fois, avec des agences, tout seul, en me formant, etc. Même sur YouTube Ads, Facebook, enfin bref, on a testé pas mal de choses, et en vrai, ça marche pas des masses dans mon business, donc je préfère mettre les 3, 4, 5 000 euros que je mettais tous les mois en publicité dans mon équipe, parce qu'on est beaucoup plus rentable de cette façon-là. La deuxième stratégie qui n'a pas marché, ou plutôt que j'ai abandonné pour le coup, parce que je pense qu'il y avait un potentiel à l'époque, c'est les memberships. Les memberships, si vous êtes dans le milieu de la formation depuis des années, c'est un truc que vous avez sans doute déjà vu passer, parce que ça avait fort le vent en poupe il y a quelques années de ça. Tous les entrepreneurs se mettaient à vendre des memberships, moi y compris, j'ai testé, parce qu'en fait, sur le papier, c'est un business model qui est méga intéressant. Le business model du membership, il est simple. En fait, on va se concentrer sur très peu d'acquisitions, c'est-à-dire qu'au final, vous avez besoin de peu de clients pour gagner votre vie. Vous avez une centaine de clients, 200 clients, 300 clients par mois qui prennent l'abonnement à 30 €, 29,99 €. Par exemple, ça fait 9 000 € par mois. Si c'est pas 300 clients, mais 200 clients, ça fait 6 000 € par mois. Et si c'est 100 clients, ça fait 3 000 € par mois. Et en fait, ce qui est génial avec ce modèle-là, c'est que ce qui est compliqué, c'est l'acquisition des premiers clients. Une fois que vous arrivez à faire rentrer des personnes dans votre membership, si votre produit, ce que vous offrez est d'assez bonne qualité, les gens ne partiront plus. Ou ils partiront peut-être au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, etc. Mais disons que le turnover est tellement faible qu'en fait, c'est juste l'acquisition des 100, 200, 300 premières personnes qui est assez complexe. Et en fait, avec la taille de l'audience que j'avais, je savais que je pouvais facilement remplir ce membership-là en me disant, OK, ma target, c'était de remplir 300 places à 30 € par mois au début et peut-être après 40 € par mois pour générer entre 6 000 et 15 000 € par mois, non pas en automatique, parce qu'il faut travailler, mais de façon récurrente. Et la beauté du membership, c'est qu'une fois que les gens sont abonnés, vous avez des revenus qui sont extrêmement stables. Et donc, j'ai testé. J'ai testé pendant 6 mois. Donc, au début, je ne m'étais pas dit que ça allait durer 6 mois. Au début, je m'étais dit, OK, Tony, fais une première salve, lance ton membership et vois ce que ça donne. Donc, la stratégie, c'était de me dire, OK, je fais une première salve de 30 personnes. Je vois, donc j'ouvre les portes et je ferme, je vois comment ça se passe, je réouvre peut-être après 30 places, et 30 places, et 30 places. L'idée, c'était pas de faire rentrer plein de personnes à l'intérieur, c'était vraiment de proposer quelque chose de qualité. Donc la promesse, elle était simple, c'était d'accéder à un membership dans lequel tous les mois, il y allait avoir un cours. Donc ça allait être une masterclass, un workshop de 90 minutes sur une thématique liée au business en ligne. Et il y allait avoir, en plus de ça, un live. Donc toutes les 2 semaines, vous aviez finalement ou un workshop ou un live. Et après, il y avait des discussions quotidiennes, un groupe, un coworking en ligne, ce genre d'éléments. Et en fait, pour 29 € par mois, c'est une offre qui est extrêmement alléchante. Donc les 30 places sont parties, je ne sais pas, dans l'heure, je crois, dans l'heure après avoir fait l'annonce. Donc j'étais extrêmement content et je me suis dit, OK, fais les choses bien, fais les choses propres, tu lances tes 30 places. Une fois qu'elles sont vendues, le mois d'après ou le mois encore d'après ou dans 3 mois, tu réouvres des places petit à petit pour vraiment accueillir des gens, que les gens suivent, ils sont contents du contenu, tu réouvres des portes et ainsi de suite. Je voulais pas vraiment que ce soit la zone en ouvrant 200 places d'un coup. Et donc, je fais ça. J'ai mes 30 premiers élèves qui intègrent le groupe et se passe à peu près 1, 2, 3 mois au début, durant lesquels je m'investis à fond. C'est génial, je suis trop content, c'est de la nouveauté. Je fais mes workshops, je fais mes lives, on discute tous les jours, etc. Et franchement, je me dis, il y a un truc vraiment intéressant à faire. Parce que moi, je kiffe, les gens, ils kiffent, les gens, ils sont méga contents. Le prix de l'abonnement est tellement dérisoire qu'en fait, c'est un no-brainer. Les gens se posent même pas la question, est-ce que je le prends ou pas, parce que c'est tellement rentable. En fait, je m'étais dit, OK, là, on peut facilement monter à 3, 4, 500 personnes dans le membership et faire du 20, 25 000, 30 000 € par mois en récurrent. Et en fait, arrive le déclin. Le déclin, c'est à partir du mois numéro 3, numéro 4, où en fait, je commence à voir les limites, non pas financières et business de ce modèle, mais les limites en termes de liberté. En fait, moi, j'ai monté mon business, et on en parlera dans le prochain point, pour être libre. Je ne l'ai pas monté pour l'argent, je ne l'ai pas monté pour devenir millionnaire, je ne l'ai pas monté pour acheter des Rolex et rouler en Lamborghini ou prendre... bon, peu importe, je l'ai monté pour être libre. Et en fait, le membership, c'est un modèle qui correspond à vraiment une énergie humaine très spéciale. C'est l'énergie où on aime, par exemple, animer des groupes.
on aime animer des Slack, on aime animer des groupes WhatsApp, tous les jours discuter avec des gens, envoyer des voices et essayer de connecter les gens entre eux. C'est une énergie dans laquelle on aime faire des lives. C'est une énergie qui nous bloque aussi, forcément, parce que si on a un live et un workshop tous les mois, tous les 15 jours, il faut être bloqué sur une date, etc. Donc, c'est une énergie au début que je pensais avoir, parce que les 2-3 premiers mois, je pense qu'il y avait le côté un peu effervescence, mais je me suis rendu compte à terme que c'était pas du tout l'énergie que j'avais. Que le membership, c'est un outil qui est sans doute incroyable, extraordinaire, pour générer beaucoup d'argent de façon récurrente. Par contre, je pense que ça correspond qu'à une infime minorité de personnes qui ont cette énergie, justement, d'animer des groupes, qui ont cette énergie de se dire, ok, moi je mets des gens en relation, je discute tous les jours sur WhatsApp, j'envoie des voices, je réponds aux gens, etc. Et en fait, je me rends compte, moi, au fil des années, après avoir fait ça, que c'est pas du tout mon truc. Qu'animer des groupes, des Slack, je pourrais le faire, mais je sais qu'en fait, et c'est la raison pour laquelle je mets jamais de groupe Facebook ou de groupe Slack dans mes programmes, c'est que sur le papier, c'est beau, mais je sais qu'à terme, je ne tiendrai pas la discussion quotidienne, etc. Et j'avais ce besoin de liberté aussi, de me dire, en fait, si j'ai envie de partir, comme je l'ai fait en octobre, un mois à New York, et que j'ai pas envie de faire d'appel pendant un mois, en fait, je peux pas, je suis bloqué. Avec le décalage horaire, je serais obligé de faire des lives, je serais obligé de faire un workshop, etc. Et donc après, vous allez me dire, oui, mais ça va, Tony, c'est que 2 fois dans le mois. Oui, c'est 2 fois dans le mois, mais c'est quand même une restriction de ma liberté. Et surtout, sur le papier, c'était 2 fois dans le mois. Maintenant, si je voulais augmenter le prix, si je voulais améliorer le programme, j'aurais peut-être augmenté les lives, j'aurais peut-être augmenté les workshops, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que cette direction me plaisait de moins en moins. Et donc, au bout de 6 mois, je me suis dit, ok, c'est cool, j'ai testé, c'était pas mal, c'était intéressant, on a bien rigolé avec les gens qui étaient dans le membership, donc dans le mastermind, mais j'ai décidé de couper. Et encore une fois, je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que peut-être que vous avez essayé un membership ou peut-être que vous êtes en train d'essayer ou vous voulez essayer et vous dites, je sais pas, est-ce que ça fonctionne pas, ça a pas marché pour moi, est-ce que en fait je suis bizarre, est-ce que ça colle pas avec ma thématique, est-ce que c'est ma personnalité qui va pas. En fait, juste moi, ça ne collait pas à ma personnalité et je pense que c'est ok. C'est aussi ok de vous montrer qu'on peut tester des stratégies, mettre en place des choses et au bout de 6 mois, arrêter sans forcément que ce soit la fin du monde. Je vous assure que toutes les personnes qui étaient dans ce membership et à qui j'ai dit on arrête tout, elles étaient un peu dégoûtées que ce soit terminé, mais elles étaient trop contentes d'avoir vécu ce qu'on a vécu pendant 6 mois. Donc n'ayez pas peur d'essayer aussi de tenter des choses. La troisième stratégie que j'ai arrêté de mettre en place, c'est de travailler 10 heures par jour. Alors je pense que sur Internet, il y a 2 grandes catégories. Il y a les entrepreneurs comme moi, pour qui la liberté, c'est quelque chose d'extrêmement important. Qui n'ont pas cette quête du hustle, cette quête de bosser 70 heures par semaine, cette quête de devenir multimillionnaire, de la Lamborghini, de la Rolex, et pour qui, finalement, faire des efforts quotidiens, travailler 14 heures par jour, c'est indispensable. Parce que vous ne pouvez pas travailler 3 heures par jour et vous en sortir avec 20 millions d'euros sur le compte en banque. En fait, il y a un moment, il y a une limite logique aux résultats que vous pouvez obtenir par rapport aux efforts que vous êtes prêt à fournir. Et donc moi, je fais partie de cette catégorie d'entrepreneurs. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas lancé mon business pour faire des dizaines de millions d'euros ou même des millions d'euros. J'ai lancé mon business pour très bien gagner ma vie, et c'est ce que je fais aujourd'hui, mais avant tout pour être libre. C'est pour ça que j'ai un business dans lequel il y a le moins de friction possible, il y a le moins de prise de tête possible, il y a le moins de gens possible, il y a le moins de réunions possible. En fait, j'ai essayé de créer un business avec le moins d'inconvénients possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, comme tout business, il y en a, mais avec le moins d'inconvénients possible, parce que je suis en quête de liberté, je suis en quête d'équilibre. Moi, j'aime bien que mon quotidien soit diversifié, que je travaille, que je me fasse plaisir, que je m'entraîne, que je sorte, que je vois des amis, que j'aille marcher dehors en pleine nature, que je promène mon chien, que je fasse vraiment plein d'autres choses que juste me mettre derrière un ordi et essayer de gagner le plus d'argent possible. Et en fait, l'autre côté d'Internet, c'est ce côté hustle. C'est le côté, vous devez sacrifier votre vie avec tous les réels qu'on voit passer sur Internet en mode, arrêtez de passer vos vendredis soirs à sortir avec vos potes et puis travailler sur votre business. C'est normal de travailler 60 heures par semaine, je vais sacrifier ma vingtaine, donc de 20 à 30 pour devenir multimillionnaire et puis je pourrais comme ça profiter de ma vie à 30 ans. Encore une fois, c'est pas qu'une façon de faire est bonne et l'autre est mauvaise, c'est juste à mon sens qu'une façon va plus vous correspondre qu'une autre. Et moi, j'ai très vite compris que la stratégie de bosser 10 heures par jour, ça allait pas du tout me convenir. Ça allait pas du tout me convenir parce que, petit 1, j'ai beaucoup de mal à rester concentré plusieurs heures dans la journée.
Au-delà de 4-5 heures de travail, je ne peux plus travailler. Mon cerveau, il lâche totalement. J'arrive plus rien à faire. Et je parle de vrai travail. Je parle pas de mi-regarder l'ordi, mi-scroller sur Insta, mi-écouter une vidéo derrière ou regarder Netflix à côté. Je parle vraiment de 4 heures de deep work, 4-5 heures de deep work. Et c'est soutenu quand même par beaucoup d'études qui montrent que 4-5 heures de travail cognitif intensif, c'est un peu la limite du corps humain, c'est la limite qu'on peut atteindre sur une journée. Souvent, quand on essaie de dépasser ce temps-là, c'est qu'on bricole un peu des trucs et on n'avance pas vraiment. Donc ça, c'est le premier point, c'est qu'en fait, physiquement, je ne peux pas bosser plus de 5 heures par jour, vraiment focus. Et le deuxième point, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'en fait, pour moi, c'est pas un goal de travailler 10 heures par jour. Il y a plein d'entrepreneurs qui vont vous poster des contenus avec qui vous allez parler, qui vont se vanter de travailler beaucoup, pour qui c'est une fierté aussi de pas dormir, en disant ok, ouais, mais moi, j'ai dormi 6 heures hier, là, j'ai bossé 14 heures aujourd'hui, donc... Et qui en sont fiers, tant mieux pour eux, mais moi, c'est pas une fierté. Moi, moins je travaille, plus je suis fier. Et par rapport à ça, il faut vraiment changer votre vision de la productivité. Parce que si on ne change pas sa vision de la productivité, on ne changera jamais la façon dont on travaille. Et si pour vous, le seul élément, le seul facteur qui vous permet de juger si vous avez bien travaillé, c'est le nombre d'heures, vous faites fausse route. Parce que vous pouvez bosser plus et pas forcément obtenir plus de résultats. Tout va se jouer dans l'intention que vous allez mettre quand vous allez travailler, l'intensité, mais aussi dans ce que vous allez produire. La question, c'est pas combien d'heures je travaille et combien d'heures je produis quelque chose, mais quelle est la valeur ajoutée des choses que je produis. Si demain, vous passez 10 heures à monter une vidéo qui va faire 3 vues, la valeur ajoutée que vous allez produire, en fait, elle est faible. Pourtant, vous travaillez 10 heures. Par contre, si pendant les 10 heures, vous faites, je sais pas, vous créez une formation ou vous bossez sur un truc qui va aider des dizaines, voire des centaines de personnes, ou vous mettez en place des appels pour pouvoir faire des calls de 30 minutes payants, là, c'est une valeur ajoutée et pourtant, c'est les mêmes 10 heures de travail. Donc, c'est juste une stratégie que j'ai abandonnée tout simplement parce qu'elle ne me correspond pas et que, encore une fois, c'est pas mon objectif de vie. Le quatrième point, la quatrième stratégie que j'ai arrêtée, et d'ailleurs, je ne l'ai jamais vraiment mis en place pour 2 raisons, c'est le marketing bling-bling. Le marketing bling-bling, c'est le marketing de la richesse. Et très souvent, croyez-moi, le marketing de la fausse richesse. Donc, c'est de montrer des liasses de billets, c'est de louer des voitures de sport, des Lamborghini ou autres, 100, 200, 300 euros de l'heure, de la demi-journée pour prendre des photos, faire des réels, etc. C'est louer aussi des villas sur Airbnb pour faire croire qu'on habite ici alors que c'est pas le cas. Croyez-moi, il y en a beaucoup qui font ça. Et en fait, il y a 2 raisons qui expliquent pourquoi j'ai jamais fait ça. La première, c'est que sur moi, ça ne marche pas. En fait, si, je sais plus qui avait dit ça une fois, ça m'avait beaucoup parlé, si votre seul argument de vente, c'est ça m'intéresse pas. Si votre seule façon de construire de la confiance envers moi et de me prouver que vous avez les compétences pour m'aider ou m'accompagner, c'est ce truc-là, ça m'intéresse absolument pas. Et moi, ça me parle pas parce que je suis pas quelqu'un de bling-bling, le matériel ne m'intéresse pas, j'ai pas de montre, j'ai pas de voiture, j'ai des t-shirts gris, noirs que j'ai depuis 5 ans qui coûtent 9 euros, donc c'est pas des trucs qui m'intéressent. Et deuxième point, on est les clients qu'on attire. Et je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce point-là. Tous les contenus que vous allez faire sur Internet, les sujets que vous allez traiter, la façon dont vous allez traiter les sujets, le marketing que vous allez utiliser, le marketing bling-bling, le marketing agressif, le fait de aussi, on n'en parle pas, mais le fait de closer les gens et de leur dire de faire des crédits pour acheter vos offres, etc. Il faut vraiment comprendre que tout ce que vous allez mettre en place va avoir des répercussions sur les clients que vous allez attirer. Et à titre personnel, j'ai envie d'attirer des clients qui me ressemblent. J'ai envie d'attirer des clients pour qui tous ces trucs-là de Lamborghini, de Rolex, de jeter des billets par terre, de faire des trucs comme ça, j'ai envie d'attirer des clients pour qui ça ne parle pas. Parce qu'au moins, on va être sur la même longueur d'onde, au moins, on va se comprendre, au moins, ces clients ne vont pas chercher chez moi ce genre de preuves pour comprendre finalement mes compétences, ils vont chercher autre chose. Le but, c'est que mes clients achètent chez moi, non pas parce que je sors des faux billets de 500 euros ou je loue une Lamborghini pour faire le kéké sur Insta, mais achètent chez moi parce que via un contenu, parce que via un email, parce que via une story, parce que via un post, je leur ai transmis quelque chose d'intéressant. Et ils se sont dit, ok, j'achète chez lui parce qu'il a des compétences. J'achète chez lui parce qu'il m'a convaincu.
grâce à ses systèmes, grâce à sa voix, grâce à ce qu'il explique, parce qu'il est pertinent, parce que il a l'air de savoir ce qu'il fait, il a l'air de maîtriser ce qu'il fait. Et pour moi, ça a beaucoup plus de valeur. Donc c'est la raison pour laquelle j'achète pas comme ça, et la raison pour laquelle je travaille aussi de cette façon. Donc c'est une stratégie que j'ai jamais employée, et croyez-moi, pour ceux qui se demandent, c'est tout aussi efficace, si ce n'est plus efficace. En fait, il faut juste comprendre que vous n'êtes pas obligé de faire ça pour vendre. Vous n'êtes pas obligé de faire du truc bling-bling, vous n'êtes pas obligé de mentir aux gens, vous n'êtes pas obligé de leur faire croire à des recettes miracles ou ce que vous voulez pour vendre. Il y a des gens qui sont prêts à acheter sans toutes ces choses, et croyez-moi, souvent, c'est des gens qui vont beaucoup plus vous ressembler et avec qui vous allez avoir des échanges, des discussions aussi beaucoup plus intéressantes. La stratégie suivante que j'ai arrêté d'adopter et qui pour le coup est assez difficile, c'est de faire les choses pour le chemin au lieu de l'objectif. Donc, arrêtez de faire les choses pour l'objectif au lieu de faire les choses pour le chemin. Donc, quand je dis les choses, c'est tout ce qu'on va créer dans notre business. Donc, ça peut être les formations qu'on va faire, ça peut être les contenus qu'on va créer, les stories, les posts, les vidéos, ce que vous voulez. Au fil du temps, au fil des années, j'ai créé pas loin de 2000 contenus sur Internet, je pense, entre les centaines de vidéos, si ce n'est 1000 vidéos YouTube aujourd'hui, plus de 1000 posts sur Insta, les trucs sur LinkedIn, les emails, etc. J'ai fait quand même pas mal de contenu. Et je vois une nette différence entre deux formats de contenu. Les contenus que je fais pour les résultats extérieurs, c'est-à-dire je fais cette vidéo, je fais ce post, je fais cette story, je crée aussi cette formation parce que il y a une demande et parce que je sais que ça va faire des vues. Et le format inverse, c'est-à-dire non pas je fais ce truc parce que ça va pas faire de vues, mais je fais cette vidéo, je fais ce cours, je poste ce réel ou cette story ou ce que vous voulez, parce qu'au fond de moi, j'ai envie d'en parler et je pense que c'est un sujet qui peut vraiment intéresser les gens. Et croyez-moi, à coup sûr, dans la majorité des cas en tout cas, les contenus, les formations, les stories, ce que vous voulez, qui fonctionnent le mieux, peut-être pas en termes de vues, mais en termes d'acquisition de clients de qualité, en termes de vente, c'est toujours la deuxième catégorie. C'est toujours les contenus qui viennent d'abord de vous, d'abord de l'intérieur, des choses dont vous avez vraiment envie de parler. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est parce que ça se voit, ça se sent. Quand vous allez faire une vidéo sur un sujet qui vous intéresse vraiment, quand vous allez créer un cours pour lequel vous êtes vraiment hypé, vous vous dites « Putain, ce cours, il peut changer la vie des gens, j'en suis convaincu, je trouve que c'est une trop bonne idée, ça vient de moi, peut-être que ça va pas faire beaucoup d'argent parce que c'est peut-être pas une grosse demande, mais je m'en fous, moi je suis convaincu de mon truc. » Et pareil pour vos posts, pareil pour vos stories. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va se ressentir. Vous allez être prêt à mettre les efforts, vous allez en parler beaucoup plus, vous allez mettre le ton, vous allez incarner votre message, et ça va se voir. Ça va se voir, ça va se ressentir, et ça aura un impact. Et le deuxième critère, c'est que si vous, ça vous parle, parce que vous êtes votre premier client, si vous, ça vous parle, que c'est un sujet auquel vous avez fait face, un problème que vous avez rencontré, dans 99% des cas, ça va parler à votre audience. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, évidemment, il y a une partie statistique, évidemment, il y a une partie d'inspiration, de OK, donc ça, c'est trendy, ça marche en ce moment, ce truc-là, donc de concept, etc. Il faut avoir un œil, il faut regarder. Mais pour moi, il faut toujours essayer de croiser ça ou de partir plutôt de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous, parce que c'est souvent ce qu'il y a de plus efficace. Encore une fois, en termes de vente, en termes d'acquisition de trafic de qualité. Peut-être qu'encore une fois, c'est pas les trucs qui font le plus de vues, mais c'est souvent les trucs qui font le plus d'argent. Et la dernière stratégie que j'ai arrêté de mettre en place, la dernière chose que j'ai arrêté de faire, on en reparlera dans un épisode de podcast qui devrait sortir dans 2 semaines sur le fait de développer son business seul, c'est que j'ai arrêté de vouloir avoir une grosse équipe. En fait, c'est un truc qui est assez humain, je pense, de vouloir avoir une grosse équipe, donc de vouloir travailler avec 5, 10, 15 personnes. C'est, à mon avis, une question de statut social. Je pense que dans le domaine entrepreneurial, les grosses équipes sont synonymes de succès. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes en soirée mondaine, je sais pas, avec d'autres entrepreneurs, etc., surtout dans le milieu de l'entreprise physique, les startups et tout, en fait, on va associer votre succès financier au nombre de personnes qui y a à l'intérieur de votre équipe. C'est-à-dire, ok, t'es tout seul, t'es un solopreneur, tu fais des trucs derrière ton ordi et tu bosses depuis une plage. Ok, limite, t'es pas un entrepreneur parce qu'en fait, t'as vraiment rien construit et puis tu travailles tout seul, donc t'as pas fait grand-chose dans ta vie. Par contre, ton copain à côté, il a une équipe de 15 personnes,
tu vois, il a des bureaux, machin, donc lui, il a réussi. Et moi, je pense qu'on se trompe. En tout cas, peut-être que celui qui a une équipe de 15 personnes et des bureaux, il a réussi, mais pour moi, l'entrepreneur qui est seul et qui travaille, je sais pas, depuis des cafés, dans des coworking, depuis sa piscine, depuis la Thaïlande, j'en sais rien, depuis le Périgord, au fin fond de la campagne de je sais pas où, bah pour moi, lui, il a autant réussi que l'autre. Si ce n'est plus, parce qu'il a moins d'emmerdes et moins de contraintes. Et au début, j'avais cette envie, du coup, d'avoir ce statut social, de me dire, ouais, tu vois, moi j'ai une équipe de 10 personnes, alors j'ai un mec qui gère les miniatures, puis j'ai 2 monteurs, et puis j'ai une assistante personnelle, et puis j'ai un truc là, et un machin, et un truc. Et en fait, au début, ok, c'est bien, c'est beau, ça fait plaisir à l'ego, sauf qu'on se rend compte au final que, de un, on n'a pas forcément besoin de toutes ces personnes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte, comme dans tout business, qu'il n'y a qu'une infime partie des tâches qui apportent la majorité des résultats. Donc pourquoi vouloir toujours plus de personnes à mettre sur des tâches qui n'apportent que 10% des résultats ? De deux, on se rend compte que ça coûte de l'argent. Et c'est pas juste une question en mode, ok, mec, t'as pas d'argent ou quoi, avec ton business, ça marche pas. Non, c'est juste une question, l'argent, c'est lié à la liberté. Si demain, vous avez une équipe de 15 personnes qu'il faut rémunérer et que ça vous coûte 20 000 euros par mois ou 25 000 euros par mois, c'est pas une question d'argent, c'est une question de liberté. Ça veut dire que tous les mois, il faut minimum générer 25 000 euros. Non pas pour vous, pour partir en voyage, pour financer votre train de vie, pour, je sais pas, payer des vacances à vos parents, vous acheter le dernier truc à la mode, juste pour payer votre équipe. Et ça, bah, ça implique une perte de liberté. Parce que ça veut dire que demain, vous devez générer 25 000 euros tous les mois et donc faire des lancements alors que peut-être que vous n'avez pas envie de faire des lancements, faire des trucs, des machins. Et à côté de ça, on se retrouve aussi avec des emmerdes, avec des contraintes. Parce que plus l'équipe est large, plus il y a de personnes dans votre équipe, 5, 10, 15 personnes, et ben plus il y a d'emmerdes et de contraintes. Plus vous devez gérer des gens. Si vous ne voulez pas gérer des gens, il faut encore embaucher une personne qui va venir gérer à votre place et qui va vous faire des comptes rendus. Je peux vous assurer, peu importe ce qu'on va vous dire, oui, mais Tony, t'as qu'à déléguer, tu trouves une personne qui gère les autres personnes, et puis machin, et puis truc. Je vous rassure que l'humain dans une entreprise, c'est toujours des galères. Même si c'est pas vous qui vous en occupez. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle, moi aujourd'hui dans mon business, j'ai décidé qu'on n'allait jamais être plus de 3 personnes dans mon équipe. 3 personnes récurrentes. Je parle pas des gens à qui je fais appel une fois dans l'année pour un truc, ou des gens qui travaillent peut-être une heure toutes les 2 semaines pour moi. Je parle vraiment des personnes qui travaillent 5-10 heures par semaine pour moi de façon récurrente, toutes les semaines parce qu'il y a des tâches qui reviennent. Et ben, ma contrainte, c'est ça. J'ai pas envie qu'on ne soit plus de 3 parce que je trouve que 3, c'est le chiffre parfait. Ça permet de gérer un maximum de tâches dans mon business, le SAV, le marketing, la création de contenu, etc. Ça permet moi aussi de justement pouvoir me développer sans forcément avoir toutes ces contraintes. Ça permet aussi aux gens d'être autonomes, de pas recruter une personne qui va venir faire l'intermédiaire entre moi et les gens avec qui je travaille. Et surtout, moi de mon côté, ça me pousse à chercher des façons plus innovantes de générer des revenus. Parce que si je ne peux pas prendre 3, 4, 5, 10 personnes en plus qui pourraient peut-être accélérer la croissance, à moi de trouver des façons innovantes de le faire. Et je suis convaincu, en parlant avec plein de personnes autour de moi, qu'on peut monter un business facilement à plusieurs millions d'euros. Peut-être pas 10 millions, mais 2-3 millions d'euros par an avec une petite équipe. En étant 3, 4 personnes maximum, je suis convaincu qu'on peut le faire. C'est juste une question après de stratégie, de ce qu'on arrive à mettre en place, des challenges qu'on est prêt à accepter. Et c'est une stratégie que j'ai décidé d'abandonner, donc la stratégie de la grosse équipe, pour justement avoir ce maintien de liberté dans ma vie. Donc, on a terminé avec cet épisode de podcast. J'espère en tout cas que ça vous a plu. C'est important pour moi de le faire parce que je pense qu'il faut parler des choses qui fonctionnent, mais il faut parler aussi un petit peu du pendant de tout ça, de ce que ça implique d'avoir une grosse équipe, de ce que ça implique de faire de la pub, de ce que ça implique de faire du marketing bling-bling, de vouloir travailler 10 heures par jour, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte au début. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir sur Instagram, à le partager, à noter Nouveau CEO sur Apple Podcast ou Spotify. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Tony. Ciao.